Bonjour à tous, je suis Olivier Minet, responsable commercial chez Domino Data Lab et je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire dont le fil conducteur est l'utilisation à grande échelle de la data science chez SCOR, réassureur de premier plan mondial. Nous avons un programme très riche pour ces prochaines 60 minutes. D'abord, j'aurai le plaisir d'accueillir Antoine Ney, responsable de l'activité Data Science chez SCOR. Il vous présentera les stratégies déployées pour tirer parti de la data science à grande échelle. Le résultat est impressionnant avec une réduction de 75% de la durée des projets. On verra aussi que la plateforme Domino est un facteur de succès de cette stratégie. Vous aurez alors Étienne Giraudy, responsable produit chez Domino, qui vous présentera la plateforme. Ensuite, Guillaume, consultant chez Domino, nous fera une démonstration d'une dizaine de minutes. Luigi Louzet, Customer Success Manager, nous expliquera comment nous avons plus rapidement mis à disposition des data scientists de SCOR la plateforme. Nous finirons par une session de questions-réponses et sachez que vous pouvez poser vos questions tout au long de l'événement dans l'interface Zoom en bas de l'écran. Si nous ne pouvions traiter toutes les questions, nous vous y répondrons par email. Enfin, je signale que cette session est enregistrée et donc nous vous communiquerons l'enregistrement dans les prochains jours. Je vous remercie, passez un agréable moment avec nous et je cède la parole à Antoine. Merci beaucoup et bonjour à tous. Bienvenue. Donc aujourd'hui, du coup, je suis ravi de pouvoir vous partager avec vous, partager en fait l'expérience de SCOR sur non seulement en fait la mise en place finalement de notre organisation autour de la data science, mais plus généralement parlant en fait de vous partager un petit peu comment on a pu s'y prendre et quels sont potentiellement les différents points auxquels on peut faire face dans cette transformation qui est une transformation dans l'entreprise. Donc SCOR, donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc rapidement, donc SCOR, donc comme introduit par Olivier, donc SCOR est un rassureur. Donc, on est le premier rassureur français, une société cotée au CAC 40, une entreprise assez conséquente, 3000 employés à peu près. Et donc tout ça, du coup, la communauté data science, pour donner un petit peu une représentation de tout ça, ça représente un peu plus de 40 personnes qui vont être localisées dans à peu près toutes les régions du monde, mais majoritairement aux États-Unis, en Europe et en Asie, notamment à travers nos deux pôles principaux que sont Singapour et la Chine. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que donc au sein de cette compagnie de réassurance, donc un assureur d'assureurs, dit autrement, la partie data, la partie gestion de données est vraiment ancrée dans l'ADN et ça s'inscrit au travers le plan stratégique qui est renouvelé à peu près tous les 2-3 ans. Mais il y a quand même cette dimension forte de volonté vraiment d'inscrire noir sur blanc non seulement cette transformation, mais également l'usage des données au quotidien et donc indirectement de faire également évoluer nos métiers. Premier constat en fait, donc pour assurer cette transformation finalement, un constat en fait assez important et donc qui amènera à la question mais pourquoi vouloir créer finalement une équipe data science, donc dit autrement ce centre d'excellence, même si ça fait un peu prétentieux comme ça. Première question en fait, premier constat, c'est de se dire que un des premiers points qui est le plus important, c'est de se dire que pour être capable d'être différenciant sur le marché, on a la forte conviction chez SCOR que le point principal, c'est être capable d'uniformiser notre connaissance. Alors, quand je dis uniformiser, c'est au sens d'être capable de la diffuser et de la partager de façon la plus fluide possible, de sorte à ce que, justement, on puisse vraiment avoir ce facteur d'innovation qui puisse être pleinement mis en avant. Alors, c'est pas sans difficulté, mais néanmoins, c'est la première question qu'on s'est posée qui nous a amené, en fait, à lancer cette démarche de transformation, qui est déjà de dire pourquoi est-ce qu'on a envie de faire ça? Première réponse, c'est si on uniforme déjà nos connaissances, on est capable de faciliter le partage et donc d'adresser plusieurs points, notamment la standardisation de nos outils, d'être capable de s'assurer que lorsqu'on produit quelque chose, on le produit de façon tellement on va dire, uniforme que c'est comme si, par exemple, vous avez une énorme bibliothèque et peu importe qui range le livre, en fait, quand vous cherchez quelque chose,
vous savez que ça aura été rangé exactement de la façon que vous-même vous l'auriez fait. Donc, une facilité d'accès à l'information, d'accès à la donnée qui est assez clé ici. Bien entendu, les avantages sont assez directs et puis je vous montrerai assez rapidement sur la fin de ma présentation que ça a eu des impacts assez rapides qu'on a pu mesurer assez rapidement, qui se traduisent notamment par une accélération en fait des processus de mise en production en fait de choses qui vont pouvoir être, on va dire, préparées à un stade d'innovation, d'abord sous forme de proof of concept jusqu'à la mise en production. En fait, le fait de pouvoir avoir ce type de process est extrêmement valorisé. Donc concrètement, comment répondre à cette question? Comment est-ce qu'on a souhaité chez Score répondre à cette question de transformation et finalement comment réussir à répondre à cette question d'uniformisation de la connaissance qui certes va se traduire également au sein des équipes data science, parce que du coup cette question n'est pas posée que pour les équipes data science, mais néanmoins vous allez voir que en data science c'est d'autant plus vrai et d'autant plus applicable chez Score. Donc chez Score, la question du comment, en fait, chez nous, on l'a abordé sous 4 formes, 4 grands piliers. Le premier étant que pour réussir en fait à arriver à cette transformation et finalement à imposer cette culture de data, un peu qu'on appelle data analytics chez nous, traduction à travers 4 piliers. Le premier étant un pilier qui est vraiment humain. Si on parle de connaissance, c'est nécessairement donc, la connaissance, c'est avant toutes les personnes. Et donc, premier point sur lequel je reviendrai par la suite, ça a été déjà de structurer en fait cette communauté de personnes, s'assurer que ces gens sont bien connectés et qu'ils puissent partager leur savoir. Deuxième point sur lequel également on parlera aujourd'hui, sur lequel on fera un petit zoom aujourd'hui, c'est à savoir que les personnes c'est bien, mais il faut leur mettre à disposition, pareil c'est une conviction qu'on a personnellement, des outils communs pour justement faciliter le transit d'informations et faciliter aussi le livrable. Alors bien entendu, ceci, donc quand on parle data analytics, c'est bien d'avoir des outils, des personnes, il faut bien entendu les alimenter. Et donc ce sont les deux autres piliers ici qui sont présentés sur ce slide, qui sont bien entendu la matière première qui nous permet de créer de la valeur, qui est la donnée, que ça soit une donnée interne qu'on va pouvoir du coup mieux manipuler potentiellement ou en tirer plus parti, ou des données qu'on va pouvoir aller collecter via des partenariats ou à l'externe avec nos différents clients. Et bien entendu, enfin, c'est ce que je disais indirectement, la donnée, c'est pareil, toute seule, c'est pas vraiment intéressant, c'est la valeur qu'on va pouvoir en dégager, et donc ça s'accompagne nécessairement également par une vision stratégique, une vision business qui est un des points forts également de cette transformation. Donc, pour faire comme je l'ai dit, pour faire un petit zoom, donc j'ai mentionné dans un premier temps la partie personne. Donc, comment chez Score on a s'était aborder le sujet. Donc, sur la slide suivante. Hop, merci. On a décidé, en fait, du coup, de reposer cette transformation sur une structure que je vais vous présenter assez rapidement. Mais globalement, en fait, on va avoir 3 grands postes clés qu'on a mis en avant. Donc, par centre d'excellence, donc si je fais référence au titre, en tout cas, dans l'équipe Data Analytics, ça va se traduire, en fait, à 3 fiches de poste un peu clés dans l'organisation, qui sont les data engineers et les data scientists. Donc, je pense que ces 2 postes sont assez connus de manière générale. Donc, les data scientists qui vont avoir une position assez centrale, en fait, au sein de Score, avec vraiment cette position charnière entre la partie technique et la partie métier. Donc, chez nous, les data scientists ce ne sont pas que des scientists sans connaissance business. Donc, ça, c'est un point très important. Donc, c'est pour ça qu'on les place au centre du dispositif. Donc, ça doit être des gens qui doivent être capables d'échanger à la fois avec des 100% cœur métier, si je peux employer ce terme, donc, par exemple les actuaires chez Score, mais également avec des gens un peu plus techniciens, donc que ce soit des DevOps, des gens un peu plus informatiques, et les fameux data engineers qui vont vraiment être le binôme systématique du data scientist. Donc, en complément de ces 2 postes clés qui vont vraiment nous assurer en fait que dans la façon dont les sujets sont abordés et dont potentiellement qu'on s'assure de mettre de notre côté tous les points clés qui vont assurer le succès d'une mise en production. Donc,
data engineer et data scientist sont vraiment les techniciens qui vont être garants de toutes ces choses-là, donc garantir la qualité des codes, garantir la qualité, on va dire, du livrable pour que ce soit la plus professionnelle possible, pour que la mise en production soit très la plus facile possible. On va avoir ce qu'on appelle chez nous des data value creators, qui vont être finalement ce pilier, cette charnière entre cette technicité, donc data science, data engineer, et la compréhension, le cœur métier, là où du coup la valeur, là où en tout cas chez nous on tire la valeur, c'est-à-dire la réassurance. Donc ces data value creators, on peut les voir comme étant des gens avec une connaissance technique suffisamment bonne, c'est-à-dire ce ne sont pas forcément des techniciens très avancés, mais ils ont une connaissance suffisamment approfondie à minima pour comprendre les enjeux. Et c'est là leur forte expertise, ils ont par contre une excellente compréhension du métier et une excellente compréhension c'est quoi un produit d'assurance, comment on vend, c'est quoi sa spécificité, quels sont les risques et comment est-ce qu'on peut échanger avec un client donc sur ces aspects. Donc 3 postes clés, le poste de calculateur, c'est chez nous un poste qu'on a identifié qui est pleinement partie intégrante. Et donc ces 3 blocs ensemble, c'est ce qui ont fait ont constitué pour nous la base charnière de se dire il nous faut ces personnes pour commencer à bâtir déjà la partie organisationnelle. Alors donc je refais référence du coup au slide précédent, mais du coup il y a 4 piliers. Avoir des personnes avec des connaissances, c'est très bien. Maintenant, comment est-ce qu'on s'assure dans un contexte également international, parce que comme je vous l'ai rappelé, le SCORE, donc c'est ces différentes équipes qui sont un peu réparties dans différentes régions. Comment est-ce qu'on s'assure que du coup toutes ces personnes, cette organisation qui est en plus de cela décentralisée chez SCORE, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas un data lab localisé uniquement à Paris, on va avoir une structure quand même identifiée, donc chez nous on appelle data analytics, mais elle va être intégrée directement dans les marchés, dans les entités business. Et ce seront entre guillemets ces personnes clés, data scientists, data engineers et data value creators, qui vont s'assurer du coup d'être entre guillemets le porte-parole, le cerveau délégué, si je fais référence encore à cette connaissance de l'organisation. Donc pour s'assurer que ça fonctionne bien et s'assurer que du coup on est quand même des points de contact, des connexions malgré la distance, etc. C'est là en fait on arrive à cette conviction également assez forte que pour partager les connaissances, il faut également partager des outils. Ça peut paraître un peu trivial, mais néanmoins s'assurer que lorsque je suis aux États-Unis, lorsque je suis en France ou lorsque je suis à Singapour en Chine, lorsque quelqu'un développe quelque chose, il a les mêmes méthodes de travail et les mêmes façons de les partager. Utiliser les mêmes outils, c'est néanmoins la première façon de le faire. Et c'est pas nécessairement trivial dans des grandes compagnies, dans des grands groupes, que l'entité française utilise exactement les mêmes outils que l'entité américaine, l'entité chinoise, pour des raisons X ou Y, qu'elles soient historiques, qu'elles soient structurelles, enfin peu importe. Dans ce choix stratégique, du coup, c'est ce qui nous a amené en fait quand même. Pourquoi est-ce qu'on en est venu à ce constat? C'est simplement, je viens un peu de le dire, mais c'est de se dire pour être capable en fait de partager des connaissances. Déjà, si on se demande qu'est-ce que ça veut dire partager des connaissances, on a constaté, en tout cas, encore une fois, c'est une conviction, mais partager des connaissances, ça veut dire être capable déjà de reproduire, d'être capable de fournir quelque chose qui est reproductible. C'est le premier point. Donc, ça veut dire que d'un point de vue technologique, on cherchait dans un premier temps un environnement de travail qui allait nous permettre d'assurer, de garantir cette notion de reproductibilité, à savoir, en fait, être capable à tout moment, quand je partage quelque chose avec quelqu'un d'autre, qui soit capable de le reproduire facilement, sans forcément rentrer dans une maîtrise technologique complexe. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, et partager les connaissances, pourquoi on insiste autant sur ça, c'est qu'on doit être capable également, du coup, d'inciter à une certaine prise de conscience, une ouverture d'esprit sur ce qui se passe également à côté de nous. Encore une fois, dans ce contexte international, on sait très bien, et pareil, ça peut paraître un peu trivial, mais que si on est capable de leverager facilement sur le travail de notre voisin, ça nous permet d'éviter de refaire ce qui a été fait par le passé et de perdre du temps et donc d'accélérer du coup notre différents projets et vraiment d'être incrémental dans la connaissance, c'est-à-dire de quelque chose qui a déjà été fait, je peux, entre guillemets, l'idéal, ça serait de dire ça a tellement été bien fait que j'ai juste à la récupérer et
et à moi mettre ma petite touche qui va me permettre de m'adapter finalement soit à mon marché, soit à la spécificité locale d'une solution ou d'un produit ou d'un algorithme, si vous voulez. Donc la collaboration est nécessairement clé dans ces outils. Et c'est ce qui va nous permettre, par exemple, de garantir que, si je reprends un processus de data science, de garantir que de la mise en place d'un environnement jusqu'à finalement la partie plus mise en production de l'algorithme, on soit capable également, en fait, finalement, d'intervenir sur toutes les étapes, d'avoir un regard sur toutes ces étapes faciles, qui puissent être facilement à la fois auditables, reproductibles, encore une fois, mais également qui puissent être partagées. Ça, c'est clé. Donc, si on vient au fait que il nous faut des bons outils et à la fois pour garantir le partage de connaissances, mais également, et ça c'était aussi le point clé qui a été bien compris et bien assigné dans le plan stratégique, ça nous permet aussi en fait de s'assurer que ces personnes avec ces connaissances également, là c'est plus d'un point de vue RH, mais elles ne soient pas bridées dans leurs explorations. Alors bien entendu, oui, il faut évoluer dans un environnement quand même qui est sécurisé. Bon, on manipule les données qui sont potentiellement sensibles, certes, il faut le contrôler, mais il ne faut pas non plus du coup se restreindre. Dans une grosse compagnie par exemple comme Score, il y a quelques années de cela, un data scientist, lorsqu'il voulait installer ne serait-ce qu'une librairie, il avait besoin d'ouvrir un ticket à l'IT. Donc le choix des outils est si important parce que il fallait aussi une plateforme qui permettait un minimum de liberté, tout en ayant aussi un maximum de contrôle, si je puis dire. On a l'impression que c'est un peu antagoniste ce que je suis en train de dire, mais on voit à la fois que la façon dont on produit la connaissance soit un minimum structuré, mais en même temps, on ne veut pas non plus trop brider. Et donc, pour les mêmes raisons que lorsqu'on achète une voiture, on laisse pas son mécanicien choisir ses voitures, ça a été une des étapes assez importantes pour nous de s'assurer que les solutions, les outils qu'on allait choisir allaient pleinement correspondre aux besoins quotidiens de nos data scientists de l'équipe et de nos métiers. Donc, convaincu que ça allait avoir beaucoup d'avantages, que ce soit pour de la rétention de talents, parce que il y a rien de plus frustrant que de se dire qu'on est capable de faire plein de choses, mais on ne donne pas les outils à disposition, on est tout le temps freiné et ralenti. Et en même temps de partager les connaissances. Alors, je vois qu'il y a une question. Je pense que je sais pas comment Olivier préfère qu'on procède. Est-ce que j'y réponds maintenant ou on y répond à la fin? Écoute, tu peux y répondre maintenant, mais normalement, il y a une session à la fin. Parce qu'il y a une session à la fin, on va le faire à la fin. Comme ça permettra d'assurer effectivement qu'on ait le temps, qu'on ne pas tout le monde. Très bien. Bon, merci. Donc, tous ces outils, du coup, ça veut dire qu'on a été amené à construire dans chez nous, ce qu'on a appelé Data Analytics Solutions Platform. On n'est pas allé chercher très loin pour le nom de notre plateforme, donc on a appelé ça simplement DASP, donc l'acronyme en français, mais qui va être du coup tout un écosystème, tout un environnement technique qui va vraiment nous permettre en fait de travailler sur ces sujets et d'être capable de traiter de façon la plus agile possible cette partie innovation de l'idéation jusqu'à la mise, l'élaboration d'un MVP. Et ce qui nous a permis, du coup, cet écosystème nous permet du coup de travailler sur différents sujets allant de problématiques liées à des objets connectés, donc des choses sur lesquelles on a pu travailler chez Score, donc via par exemple des produits qui vont s'appuyer sur des montres connectées, à des choses plus traditionnelles qu'on va retrouver en data science, donc la manipulation par exemple du text mining. Mais là, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que très vite, on va être amené à manipuler finalement des modèles qui peuvent être assez conséquents, donc notamment des modèles deep learning où on a besoin d'infrastructures parfois temporairement à disposition. Donc, c'est un des exemples pour lequel, pour le coup, cet environnement cloud, cet écosystème cloud est très, on va dire, est très puissant et qui va nous permettre du coup vraiment de pas être limité, d'avoir une certaine liberté dans la gestion de notre infrastructure et également de pouvoir faire le plus de tests possible, tout ça dans un environnement en fait qui est un minimum cadré. Et bien entendu, ça permet également de donner accès à des métiers, on va dire, moins programmeurs, mais d'avoir une vision plus facile de leurs données. Donc là, ça traite un peu du troisième pilier que je mentionnais tout à l'heure. C'est pour ça qu'il est mis ici, mais cet écosystème va également permettre en fait, d'avoir une meilleure vision de données, d'avoir plus facilement cette culture du monitoring, de regarder ce qu'il y a à l'intérieur pour ensuite amorcer cette création de produits et de mise en avant. Donc, différents sujets, un écosystème
complet. Donc, c'est la réponse à quels outils on va mettre à disposition. Donc, c'est un écosystème cloud. Donc, DASP, c'est pas juste un outil, c'est pas juste une plateforme. Ça va être du coup un assemblage de composants. Une de ces composantes principales, on a fait le choix du coup d'utiliser Domino pour justement traiter toute la partie de l'écosystème lié à la data science pour à la fois gérer les environnements techniques. Donc, c'est un environnement qui s'appuie sur une technologie qui s'appelle Docker, pour ceux qui ne connaissent pas, mais globalement, on est capable du coup de facilement manipuler nos images Docker. Un data scientist peut faire directement sa manipulation, ce qui lui laisse toute la liberté de travailler dans son environnement fermé, d'installer les packages qu'il a envie, de tester. Si jamais il casse l'environnement, c'est pas grave, on n'en reconstruit rien. Jusqu'à la partie mise en production et reproductivité, tout simplement parce que l'environnement est bien versionné. On peut implémenter comme on le ferait sur notre machine en local. Et à la fin, lorsqu'il s'agit de mettre en production, on peut récupérer à la fois cet environnement technologique qui trace toutes les dépendances, les packages qu'on a pu installer. Alors, on a le code également qui est versionné. Et il ne reste plus qu'à entre guillemets, à prendre cet environnement et à le brancher dans un environnement plus de production. Pour vous donner quelques exemples en fait de choses qui ont pu être délivrées. Donc, voici deux petits exemples. Donc, deux projets. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de NLP. Donc, c'était un des exemples, un des premiers exemples des cas d'usage qu'on a pu faire grâce à cette plateforme, notamment qui nous permet aujourd'hui d'accélérer considérablement en fait des processus en fait de classification de sinistres. Donc, vous voyez sur l'aperçu écran que ça a été fait en fait sur un marché asiatique. Ça nous permet de gagner en efficacité et de gagner également en performance. Donc ça, c'est plus la partie un peu standard qui nous a permis de faire ça. Donc le KPI, il est représentatif du fait que le fait de pouvoir traiter de ce type d'algorithme. Donc là, l'avantage du cloud, c'est qu'on a pu utiliser des GPU, on a pu mener nos calibrages de modèles de façon assez efficace. Et ça nous a permis en fait justement sur un chinois d'être capable de proposer une solution qui aujourd'hui permet de catégoriser, de classifier les claims, donc les sinistres, pardon, de manière rapide, efficace et surtout de ne pas prendre de retard. Tous les claims qui arrivent dans la journée sont traités dans la journée, là où avant, parce qu'il fallait qu'il y ait un agent qui les traite, dans cette situation en fait, c'était pas le cas. Le deuxième projet qui est ici représenté à droite, c'est plus un projet d'intégration en fait d'algorithmes de machine learning pour de l'amélioration en fait de souscription. L'exemple qui est assez fort et qui du coup nous a permis de vraiment montrer les avantages d'une telle plateforme, c'est que du calibrage du modèle jusqu'à la mise en production qui est aujourd'hui utilisée vraiment par des systèmes, par des systèmes réels, on a mis moins de 4 mois. Alors, ça peut paraître à la fois beaucoup et pas beaucoup, mais en fait, moins de 4 mois, c'est à l'échelle, entre guillemets, du passif de score. C'était une vraie prouesse. Tout ça a pu être fait, pas seulement grâce aux plateformes, mais aussi grâce justement à tous ces processus d'information de la connaissance qu'on a mis en place également. Donc, qui passent, par exemple, dans nos process, sur lesquels je n'insiste pas ici, mais les process, bien entendu, en général, sont associés aux outils, notamment de tout ce qui est d'intégration continue et de développement continu. Tout ça, c'est des choses qu'on pré-mâche. Donc, on a beaucoup échangé avec notre département IT pour essayer de bien comprendre quelles étaient finalement leurs exigences, leurs checklists. Et avec la connaissance de cette checklist, en fait, du coup, et facilité par les outils qu'on utilise, on a pu du coup préparer le terrain et préparer le terrain tellement suffisamment bien entre guillemets, si je schématise un petit peu, c'est que le passage en production finalement a juste été a été très très léger parce que on avait déjà tout préparé, on avait déjà préparé l'environnement à la fois les dépendances dans l'environnement de l'infrastructure, les dépendances qu'on avait préalablement vérifié, des dépenses, des packages open source, tout ça avait été packagé. On avait préparé toutes les spécifications de documentation, notamment d'intégration des API, et tout ça avait été automatisé. Donc, c'est-à-dire que pour les équipes, c'est également des méthodes de travail qui parfois peuvent un peu perturber un data scientist, on va dire, plutôt ordinaire. Mais c'est des méthodes qui ont fait leur preuve, qui montrent qu'aujourd'hui, on peut travailler efficacement et surtout, on est capable de revenir sur ce projet quelques mois plus tard sans avoir à repasser 3 mois à se dire ah, mais qu'est-ce que j'ai fait là, qu'est-ce qui s'est passé, je comprends pas le résultat, etc. etc. Donc, deux projets.
Je vais conclure par ça. Donc, je t'ai partagé avec vous, du coup, un petit peu schématiquement à quoi ça ressemble, du coup, cette plateforme et cet écosystème. Donc, finalement, c'est vraiment un ensemble d'outils. Donc, Domino est vraiment, entre guillemets, la face visible de cet grand écosystème, ce qui va vraiment permettre au plus grand nombre d'utilisateurs, en fait, de manipuler la plateforme dans un contexte assez facilité. Donc, je laisserai Étienne en parler plus en détail, mais vous verrez que c'est une plateforme qu'on a choisie après avoir potentiellement testé de nombreuses autres plateformes, qui nous a paru la plus pertinente au regard à la fois de cette idée de vouloir produire des services packagés, donc un peu cette philosophie Docker, et surtout de fluidifier tout ce cycle de vie des produits, du développement jusqu'à la mise en production, tout simplement parce qu'on travaille dans un écosystème qui est déjà pleinement intégré à tout ça. Donc, un schéma ici, donc voilà, on a tout un écosystème qui nous permet également de communiquer, bien entendu, avec potentiellement pour pouvoir proposer des services à nos clients. Donc, ça veut dire cette capacité à pouvoir créer des API, à pouvoir potentiellement donner accès à ces API à nos clients et travailler, bien entendu, en étroite collaboration avec nos équipes de sécurité et des équipes d'IT pour s'assurer que ces produits qui sortent finalement de l'équipe puissent facilement entrer en production. Donc, c'est là où vous voyez que quand je dis partage de connaissances, on l'a abordé dans un premier temps dans notre équipe parce que si on n'est pas capable de l'appliquer à nous-mêmes, il n'y a aucune chance que ça marche au-delà. Mais cette idée aussi de partage de connaissances vaut également lors de ce passage, en fait, finalement, de l'objet qui va sortir de notre équipe, si je puis dire, au moment où on va le transférer à l'IT, à la production. Voilà. Donc, je laisse la parole maintenant à Étienne, qui du coup, va pouvoir justement vous présenter vraiment cette solution Domino, finalement, qui est une des briques fondamentales de notre écosystème, et pouvoir en dire plus sur la solution. Oui, merci Antoine pour cette présentation. Donc maintenant, je vais vous parler un peu de la plateforme Domino. Mais vous avez probablement vous avez rencontré les problèmes, mais faire de la data science à grande échelle, c'est difficile. Et il y a 3 classes de problèmes dont Antoine a touché un petit peu dessus, que classiquement vous pouvez rencontrer. C'est des problèmes d'infrastructure, donc que ce soit pour les data scientists, c'est comment j'accède à de nouvelles ressources, comment j'accède au dernier package open source dont j'ai besoin, ou pour l'IT, c'est contrôler tout ça et éviter du shadow IT. Une autre classe de problème, c'est le manque de centralisation des connaissances et de partage du code ou des expérimentations. Et enfin, le dernier, c'est, Antoine l'a mentionné aussi, c'est comment on met en production tous les modèles merveilleux que les data scientists peuvent construire et affiner. Donc, c'est vraiment les problèmes classiques que l'on rencontre quand on essaye de faire de la data science à grande échelle. Donc, Domino a été créé il y a à peu près 7 ans par des anciens du hedge fund Bridgewater qui ont expérimenté tous ces problèmes de première main, si je peux dire. En fait, Domino offre vraiment une plateforme qui est reconnue par les analystes. Donc, on est leader dans le Wave Forrester sur les notebooks. On est aussi dans le Magic Quadrant de Gartner. Mais surtout, vous pouvez voir les logos. On a des grands clients qui nous font confiance pour les projets de data science à grande échelle, tous des clients qui ont des centres de recherche sophistiqués et de grande taille, qui ont vraiment des besoins similaires à ceux que Antoine vient de décrire. Donc, qu'est-ce que Domino? Donc, si on regarde la plateforme Domino, en fait, on a 4 grandes zones fonctionnelles. Je vais commencer par le workbench. Donc, le workbench, c'est un peu l'interface. C'est là où les data scientists vont passer leur journée. Donc, c'est là où ils vont trouver tous leurs outils, tous leurs notebooks, un moyen d'accéder, de lancer des jobs et d'accéder à des ressources pour effectuer le training des modèles. Mais c'est aussi là où ils vont trouver tous les services pour versionner leur code, pour
traquer tous les résultats des expérimentations, pour faire des comparaisons. Donc, c'est vraiment le centre de vie des data scientists, je dirais. Et en parallèle, on a ModelOps, qui est là où on met les modèles en production. Donc Domino soit permet d'avoir les modèles en production sur la plateforme, soit à l'extérieur de la plateforme, comme dans le cas de Score. Et donc on a tous les outils pour hoster les modèles, pour avoir de l'élasticité sur les charges. Mais aussi, on a aussi des outils de monitoring qui vont permettre de détecter toutes les déviations des modèles. Et en fait, il y a un lien entre le Workbench et ModelOps qui va permettre, avec des workflows qui va permettre, d'abord, on met les modèles en production, donc avec des workflows bien définis, et on va pouvoir récupérer ou relancer des périodes d'analyse des modèles s'il y a des déviations importantes ou qui sortent des contraintes prédéfinies. Et au-dessus, on a le Knowledge Center. Donc ça, c'est vraiment l'endroit où on va pouvoir partager les connaissances. Donc les data scientists vont pouvoir partager les connaissances, partager du code, partager des modèles, des résultats. Mais c'est aussi là où les directeurs de data science vont pouvoir suivre les projets, savoir, parce que si vous êtes un directeur et que vous avez 10, 15, 20, 30 projets à suivre, vous avez besoin d'un endroit pour suivre, donc vous allez avoir des dashboards, suivre les états et s'assurer que tous les projets sont en bonne voie. Et bien entendu, on a la fondation de la plateforme. Donc, c'était une fondation robuste, évolutive, qui s'adapte à de multiples architectures on-prem ou dans le cloud. Et qui offre de nombreuses fonctionnalités, entre guillemets, entreprises, de nombreuses fonctionnalités autour de l'authentification, de la connexion à de multiples sources de données, par exemple. Le point clé de l'architecture de Domino, c'est la centralisation de l'infrastructure. En fait, on peut considérer ça comme un private cloud si vous devez le déployer on-prem, ou comme où vous pouvez le déployer dans le cloud bien évidemment. Mais c'est une infrastructure centralisée qui ne va pas dicter l'organisation de vos équipes. Donc, vous pouvez avoir des équipes centralisées ou distribuées. On va s'adapter à tous les cas, avec de multiples avantages pour les trois grands types de profils que l'on a sur la plateforme. Donc, pour les data scientists, c'est accéder de manière transparente à l'infrastructure, aux outils nécessaires, sans avoir recours à l'IT plusieurs fois par jour pour pouvoir démarrer des gros jobs sur des machines avec des GPU, par exemple. Pour les directeurs de data science, donc comme je le mentionnais, c'est vraiment un endroit où ils vont pouvoir avoir un dashboard sur tous les projets et faire un suivi très fin des différents projets et de l'état des projets et d'être sûr que ils vont avoir le retour sur tous les obstacles rencontrés par les équipes, par exemple. Et finalement, pour la direction informatique, c'est vraiment éviter tout ce shadow IT ou le règne du Far West en tant que sur l'accès aux différentes ressources. C'est vraiment une centralisation de toutes les ressources, mais qui va permettre d'avoir du self-service pour les utilisateurs, tout en gardant un total contrôle à qui peut accéder à quelles ressources et avoir un audit sur les coûts et pouvoir associer des coûts à certains projets ou certains utilisateurs. Et comme Antoine le mentionnait, donc c'est une plateforme ouverte. Donc chez Domino, on fournit une plateforme, on ne fournit pas d'algorithme propriétaire de machine learning ni d'interface propriétaire de développement. La plateforme va être configurée avec les outils dont vos data scientists ont besoin ou veulent, ou alors ceux qui sont standardisés au niveau de l'entreprise. Et on va vraiment avoir, vous voyez la liste de partenaires, on va pouvoir orchestrer le travail à travers tous les outils sur la plateforme et mettre ça en libre service aux utilisateurs sans qu'ils aient besoin de faire quoi que ce soit. Donc, ça permet une adoption rapide des nouveaux outils, des nouveaux langages. Et c'est aussi quelque chose qui un peu
vous fournit une plateforme qui est à l'épreuve du futur, qui est très évolutive. Et quand vous avez une nouvelle version ou un nouvel outil, un nouveau notebook que certains de vos data scientists vont vouloir, vous allez pouvoir le configurer, le déployer sur la plateforme très rapidement. Et donc, en gros, ici, on va vraiment consolider tous les systèmes cloisonnés et permettre de partager les données, partager les résultats, que ce soit avec Jupyter ou Spark ou SAS ou RStudio. C'est vraiment, tous les outils vont fonctionner ensemble et harmonieusement, si je peux dire, pour permettre à vos différentes équipes de data scientists de faire leur travail. C'est bien de parler de la plateforme, mais maintenant j'ai laissé la parole à Guillaume pour une démo où il va vous montrer il va vous faire un tour rapide de la plateforme Domino. Guillaume. Merci. Aujourd'hui, je vais vous présenter Domino sous deux perspectives. D'abord, je vous montrerai le point de vue d'un data scientist qui travaille sur la plateforme. Je vais aborder les aspects principaux d'un workflow de projet de sciences de données. Et je vais mettre en avant le travail collaboratif, en fait, ce fameux Knowledge Center dont on parlait tout à l'heure. Et dans une deuxième partie, je présenterai les avantages de la plateforme, cette fois-ci du point de vue du management pour le suivi des projets, par exemple. Alors, du point de vue d'un data scientist, Domino, c'est une application web. On n'a rien à installer sur son ordinateur pour être prêt. Dans Domino, tout le travail est contenu dans un projet. La première étape, si l'on souhaite collaborer, c'est d'abord d'aller chercher à ne pas réinventer la roue et d'aller regarder et s'inspirer du travail des autres. Donc, dans Domino, tous les objets sont indexés. Donc, si par exemple, je cherche des informations sur le customer churn, par exemple, j'ai commencé à taper et automatiquement ici, j'ai trouvé les projets qui parlaient du customer churn, mais également les datasets, les fichiers et les différents modèles qui sont rattachés. Donc, je peux commencer déjà à me servir de cette base existante et de continuer à travailler, par exemple. Donc, j'ai ici réalisé un fork. Donc, on parlait d'intégration de nouveaux scientists et également d'uniformiser la connaissance. On a un exemple ici avec le README du projet qui peut présenter les éléments importants du projet, du modèle, tout en garantissant une lecture facile pour ceux qui arrivent. Alors, on parlait également d'IT, j'ai vu des questions aussi concernant l'IT. Donc on va aller dans les réglages du projet. Donc, ce que je voudrais vous montrer ici, c'est au niveau des accès. Vous pouvez facilement inviter de nouveaux collaborateurs sans vous inquiéter d'un conflit dans ces bibliothèques ou d'installation. Et également, les éléments peuvent être sécurisés puisque vous pouvez attribuer des rôles à vos collaborateurs et ainsi déterminer comment la collaboration doit se faire. On parlait également de se tenir au courant des activités du projet s'il y a un certain délai entre le moment où on a commencé puis au moment où on reprend. Donc ici, vous pouvez tracer toutes les activités du projet et bien sûr filtrer sur celles qui vous intéressent. Par exemple, je voudrais avoir les informations sur les expérimentations, et aussi également avoir accès à des commentaires. Donc comme ça, je peux suivre l'évolution et la vie du projet sur cette vue centralisée. On a beaucoup parlé également de Workbench et de Workspace. Donc, je vais ici lancer un Workspace. C'est ici que le data scientist va travailler sur leur modèle, travailler sur son exploration, tout cela en utilisant les outils qu'ils connaissent déjà. Alors, un élément très important que je voulais vous montrer, c'est ici les hardware tiers, c'est-à-dire vous pouvez sélectionner la ressource de calcul élastique dont vous avez besoin pour prendre en charge votre session. Et au lieu de demander ce matériel au travers d'un ticket de support, l'IT a mis à disposition un jeu de ressources disponibles sur lequel je vais pouvoir accéder et simplement cliquer pour avoir accès ici à un processeur, à 6 cœurs processeur, 28 Go. Également, je peux spécifier l'environnement avec lequel je vais exécuter ma session de travail. Donc, les environnements sont des librairies et des conteneurs Docker, en fait, qui ont été assemblés. Imaginez un environnement comme un grand Dockerfile.
qui me permet bien sûr d'avoir l'accès aux librairies communes sur ce projet. Également, comme on vous l'a dit, vous pouvez travailler avec les outils auxquels vous êtes habitué. Si vous avez besoin d'accéder à plus, donc là ici j'ai du Jupyter Lab, du RStudio, mais mettons que je veux souhaiter plus, c'est là où l'environnement peut vous aider. Par exemple ici, je sélectionne un autre environnement et je vais avoir accès à du SAS, à du MATLAB. On a d'ailleurs des partenariats avec ces sociétés-là. Et donc, vous pouvez travailler, encore une fois, avec l'environnement auquel vous êtes habitué. Également, un élément important, vous pouvez fédérer des sources de données au travers ici de cet onglet Data, et vous pouvez accéder à cet ensemble de données partagées, nettoyées et disponibles entre plusieurs projets. Encore une fois, uniformisation de la connaissance. Très rapidement, puisqu'on l'a évoqué, vous pouvez également lancer des ressources de calcul distribuées, ici comme un cluster Spark, si vous en avez besoin. Donc, je vais lancer mon workspace. Pendant que le workspace se lance, je voudrais vous expliquer brièvement le fonctionnement de l'architecture de Domino. Donc, Domino s'appuie sur Kubernetes. Et lorsque ma session Jupyter va démarrer, Domino va orchestrer tous les containers Docker qui sont demandés par la session et par l'environnement. Il va copier les fichiers à partir du file system de Domino et je vais pouvoir commencer directement à travailler. Donc là, j'ai déjà réalisé un petit travail afin d'économiser votre temps. Donc ici, je retrouve dans mon notebook, on retrouve toutes les caractéristiques du notebook. Donc j'ai fait un changement du notebook. Également, mon projet est relié à Git. Donc, j'ai fait des changements aussi sur les fichiers qui proviennent de Git. Et ici, à partir du moment où j'ai fait un changement, vous voyez, Domino va détecter ces changements, me montrer la liste des fichiers qui ont été changés. Je vais pouvoir réaliser un commit. Donc ici, par exemple, je peux mettre mise à jour des fichiers de config et nouveau dataset, par exemple. Je vais pouvoir synchroniser mes différents éléments. Donc pour cette synchronisation, évidemment, Domino s'appuie sur sa propre implémentation de Git. Et puis, comme je l'ai dit, vous pouvez rajouter vous-même vos référentiels Git au sein de votre projet. Domino va les synchroniser également. Et c'est là où je voudrais faire un aparté, c'est que en tant que data scientist, je profite déjà de cette gestion des versions sans avoir à apprendre les lignes de commande Git. Et on peut retrouver dans les activités les commits que j'ai faits dans les activités du projet que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà comment peut se passer le travail au quotidien d'un data scientist. Vous verrez qu'il n'est pas forcément dépaysé. Alors, maintenant, on a fait nos expériences. On voudrait mettre nos modèles, faire travailler nos modèles et continuer nos expériences. Pour cela, on va aller dans les jobs. Donc, c'est là où vous allez exécuter vos expériences. Donc, je vais enlever l'activité, je reviens. Pardon, petit effet. Voilà. Donc, vos expériences, vos jobs, donc ce sont des scripts, en fait, ça peut être du Python, du R ou du SH que vous allez pouvoir lancer. Vous pouvez également, dans vos scripts, suivre n'importe quelle variable. Donc ici, vous voyez le suivi de mes variables, le suivi de mes métriques, comme ça, je peux suivre l'évolution du modèle. C'est très souvent, en fait, la précision du modèle, mais ça peut être n'importe quoi. Vous pouvez également scheduler exécuter d'une manière régulière vos différents jobs, de manière à pouvoir entraîner régulièrement vos modèles. Donc ici, ce que je voudrais vous montrer, c'est vous pouvez reproduire n'importe quelle exécution avec les mêmes paramètres, donc là, ici dans les paramètres, donc là, vous voyez le fichier, les paramètres, avec les mêmes données, le même environnement et les mêmes ressources de calcul. Donc, si une décision a été prise à la base d'un modèle, vous pouvez la reproduire exactement et donner une explication. Et pour les entreprises qui sont réglementées, cela permet aussi l'audit, puisque vous pouvez reproduire fidèlement n'importe quelle de vos expérimentations. Vous pouvez également avoir accès aux résultats de votre expérimentation directement
depuis cette interface. Ça peut être pratique, notamment pour commenter. Donc là, par exemple, j'ai un collègue qui m'a commenté et qui me pose des questions. Donc encore une fois, on met la collaboration à l'endroit où il faut. Donc, l'équipe peut discuter de ses résultats directement et ça m'a permis de vous montrer un autre exemple d'intégration. Maintenant, nous avons fait notre exploration, nous avons développé et entraîné notre modèle. Il est peut-être temps de publier, de mettre en production notre travail. Et sans Domino, publier un modèle et le rendre accessible aux utilisateurs, ça peut être un projet en soi-même. Il faut se poser des questions sur la sécurité, le routing, les accès. Domino va gérer en fait toute cette infrastructure pour vous. Alors, vous pouvez publier vos modèles sous forme d'API, et donc de pouvoir travailler vos API et de pouvoir tester vos API et même de fournir ici des petits code snippets si vous voulez intégrer vos API. Et encore une fois, vous allez retrouver de la sécurité et toute cette gestion-là grâce à Domino. Et vous pouvez également déployer votre modèle dans une application web interactive de type Shiny, par exemple. Donc ici, j'ai une interface réalisée avec Shiny. Ça peut être Dash, enfin, ce que votre langage en fait supporte. Hein. Et on va pouvoir tester le modèle d'une manière interactive. Et encore une fois, en tant que data scientist qui utilise Domino, vous n'avez pas à gérer des questions d'infrastructure complexes telles que le routage et la sécurité. Et l'IT a déjà défini ses rôles. Donc, il y avait une question sur est-ce que l'IT et la data science sont deux éléments distincts? Je dirais que c'est plutôt deux éléments complémentaires ici. Et encore une fois, tout ça, ça permet que le prototypage d'être fait plus facilement et que vos utilisateurs passent plus de temps aussi à faire de la science de données. Donc, on a vu comment Domino prend en charge le spectre complet d'un projet de data science. Je voudrais également vous montrer tout cela du point de vue du leadership. Et en tant que manager, vous souhaitez connaître l'état d'avancement de vos projets, ben on a des pages de projets de portfolio qui vous permettent de le faire. Donc, les différents projets ont bien sûr des tags qui peuvent correspondre à l'état d'avancement et vous pouvez, par exemple ici, regarder uniquement les projets qui sont en déploiement, de regarder l'avancement, qui est le project owner et bien sûr, vous lier vers le projet et de manière à pouvoir aller directement dans le détail si vous avez détecté quelque chose qui vous intéresse. Également, vous pouvez vérifier l'usage que l'on fait de ces ressources de calcul. Donc ici, vous avez accès à des tableaux de bord qui vous permettent de voir comment les ressources ont été allouées. Alors, je suis content, hein, je suis troisième de liste. Et donc, on va pouvoir ici regarder ma consommation en termes d'hardware tiers et comment ça a été utilisé. Voilà. Alors, en 10 minutes à peine, j'ai vraiment fait qu'effleurer la surface des possibilités. Si vous voulez explorer un aspect plus spécifique de la plateforme, n'hésitez pas à nous demander une présentation personnalisée. On sera très heureux de vous montrer plus en détail ce que la plateforme peut faire pour vos projets de data science. Et maintenant, je voudrais passer la main à mon collègue Luigi qui va vous parler du Customer Success. Merci Guillaume pour cette démo. Alors, je vais aller assez rapidement puisqu'on veut vous donner également l'opportunité de poser vos questions, en tout cas de traiter quelques questions. Moi, je m'appelle Luigi Louzé, donc je suis responsable Customer Success Europe chez Domino. Et donc, nous travaillons étroitement avec les équipes de Score. Et donc, pour ceux qui ne sont pas familiers, d'une solution d'un service technique, et en l'occurrence ici, nous avons travaillé en étroite collaboration avec Score pour le déploiement, la formation et le développement des use cases sur notre plateforme de data science. On va partir sur le slide suivant. Et donc, très rapidement, alors juste pour couvrir cela, nous avons évidemment des équipes en place avec trois gros piliers, un pilier Customer Success, un pilier Onboarding et déploiement, et ainsi qu'un pilier Technical Support, donc pour accompagner les équipes de Score et nos équipes et nos clients tout simplement. Et nous avons mis en place évidemment un process et un framework pour accompagner nos clients tout le long du cycle en fait, de déploiement de la solution et d'adoption de la solution, avec des rôles et responsabilités qui sont très définis chez nous, avec une équipe complète, du Customer Success à l'ingénieur solution jusqu'à l'équipe support.
Et donc, par la suite, nous avons défini un process, ce process de suivi qui s'accompagne évidemment d'une équipe support sur le slide suivant, qui est un support évidemment 24/7, donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, support global avec des équipes basées en Europe. Donc, nous avons des ingénieurs basés en Europe qui accompagnent les utilisateurs de la plateforme, ainsi que tout un accompagnement support intégré, composé de documentation, d'une communauté, d'un forum où les utilisateurs interagissent, mais également d'ingénieurs support, comme je l'ai dit, qui sont basés en Europe, utilisant une plateforme globale 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec un niveau de SLA classique chez les vendors. Et pour terminer, en fait, je voulais juste insister sur vraiment les bénéfices et les avantages en fait, de la mise en place de cette équipe Customer Success et de cet accompagnement sur le dernier slide. Nous avons vraiment mis en place, en fait, nous avons répondu à des challenges très spécifiques. Si on passe sur le slide suivant, nous avons répondu à des challenges très spécifiques qui étaient de clairement répondre à une séparation un petit peu, en tout cas des équipes un peu en silo, côté Data Science et côté IT, des challenges aussi au niveau du workflow qui nécessitait d'être accéléré et des limitations en termes de gouvernance. Nous avons vraiment répondu aux objectifs de SCORE d'un point de vue d'accélération de la data science et surtout de supporter le Center of Excellence dont Antoine a parlé. Et nous avons mis en place comme solution toute cette équipe d'accompagnement Customer Success avec un accompagnement sur le déploiement, avec des équipes basées en Europe, un accompagnement Customer Success en français, évidemment par moi-même puisque je fais partie des équipes, et des success plans en place pour suivre évidemment les équipes, enfin les objectifs mis en place par SCORE. Et donc du coup, nous avons vraiment vu une accélération du développement des modèles multipliés par 4, et nous avons également pu voir plus de 25 projets créés en 2020 avec une vraie connexion en fait, et un bridge entre les équipes Data Science et IT, ce qui nous a permis de travailler main dans la main et de construire cette relation. Donc voilà, c'est juste ce que je voulais amener comme élément, et nous avons laissé place à quelques questions sur les dernières secondes, minutes qui nous restent. Très bien. Du coup, je vois deux questions. Je me permets du coup à compléter si besoin. Il y a une première question qui est est-ce que les structures d'analytics intégrées dans les métiers font-elles partie des 40 personnes, une quarantaine de personnes mentionnées? Alors non, oui, non, partiellement. C'est-à-dire que dans ces 40 personnes, il va y avoir des personnes qui sont directement intégrées au métier, mais ça ne représente pas toutes les personnes liées à la data science dans toutes les équipes métiers. Je m'explique. Dans le monde de l'assurance, on va avoir différentes équipes qui vont traiter, par exemple, la modélisation des sinistres, d'autres qui vont traiter de la souscription, etc. Dans ces différentes équipes, il peut y avoir des personnes qui vont être amenées à faire de la data science et à faire de la modélisation via l'écosystème qu'on utilise également. Dans les 40 personnes, ça ne représente pas tout cet écosystème. Les 40 personnes mentionnées sont vraiment, entre guillemets, ces têtes de pont, ces représentations de la connaissance qu'on a actuellement structurée, qui sont les garants, entre guillemets, que de la diffusion du savoir et un peu, entre guillemets, une espèce de nos bras droits un peu partout dans les différents bureaux. Deuxième question qui a été partiellement répondue, quelle est la position de la data science vs l'IT, deux fonctions séparées. Alors, pour répondre c'est un peu bizarre en fait de séparer directement ça, je dirais non, parce que pour moi, la composante technologique, informatique, data science fait partie de l'ADN du data scientist, donc je ne dissocie pas ça du tout. Et d'autant plus que, comme je l'expliquais, en fait, dans la façon dont on voit les choses, en tout cas c'est notre point de vue, le data engineering est quelque chose de plus technologique qui va être associé, bien entendu, plus proche du monde de l'IT, mais va être pleinement lié à la data science et ce qu'on appelle chez nous data creators. Donc non, justement, c'est pas du tout séparé, et c'est peut-être aussi le changement de culture ici, c'est que on accepte que le métier se transforme et la technologie est de plus en plus, entre guillemets, présente dans l'ADN plus traditionnel, on va dire, de l'assureur.
Et ça veut surtout dire aussi que c'est la raison pour laquelle on a si besoin d'avoir des têtes de pont, des garants, parce que ça veut aussi dire que c'est de nouvelles choses qui sont complexes quand même. Donc, il ne faut pas non plus les négliger. Et après, pour les parties plus production, là, par contre, ça reste du domaine de l'IT chez nous. C'est pas quelque chose, c'est pas notre métier, entre guillemets, d'assurer ce genre de choses. Très bien, merci beaucoup Antoine. Je crois qu'on a un peu dépassé. Je crois qu'on peut clôturer. Merci énormément à tous pour votre participation. Nous vous ferons part de l'enregistrement et on vous souhaite une excellente fin de journée à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous.